journaliste pour le média Meeting, dédié à l'événementiel. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de la norme ISO 20121 2024, les clés pour réussir sa transition. Donc une table ronde sur laquelle on va faire, au cours de laquelle on va faire le point sur donc cette norme. Alors pour rappel, en introduction, la norme ISO 20121 a été créée à l'occasion des JO de Londres en 2012. Une norme revue et corrigée, si je peux m'exprimer ainsi, à l'occasion des Jeux de l'an dernier, Paris 2024. Je pense que vous êtes toutes et tous sensibilisés à cette question-là. C'est l'occasion de rappeler que la France, d'ailleurs, est très performante concernant cette norme, puisque selon les chiffres de l'AFNOR, le nombre de certificats émis à destination des entreprises françaises sont de l'ordre de 45%. Je ne sais pas si Pauline peut-être aura d'autres chiffres à nous donner tout à l'heure, mais c'est vrai que la France est vraiment leader et a été moteur sur la refonte de cette norme. Pour autant, comme vous le savez, le chemin est vers la transition écologique de vos métiers, du secteur de l'événementiel, il est long, il est work in progress. Il y a toujours des freins, il y a toujours des idées reçues, notamment sur la certification et ces différentes étapes. Et du coup, c'est l'objet de nos échanges de ce matin. Alors qu'on va voir ensemble ce que comporte comme nouveauté cette nouvelle version. Est-ce qu'elle est plus efficiente que celle de 2012 ? Est-ce qu'elle convient aux attentes des différentes parties prenantes des métiers de l'événementiel, et puis comment elle est aussi appréhendée en interne dans les organisations, parce que on va le voir, c'est parfois aussi un sujet. Donc, et puis pourquoi pas évoquer le futur et des manquements éventuels à cette norme, des choses qu'on pourrait voir s'y rajouter. Alors, pour parler de tous ces points-là, des spécialistes autour de moi. En premier lieu, on va présenter Pauline Tessèdre, qui est ici. Pauline, vous êtes présidente de la Commission française de la normalisation de la norme ISO 20121. Vous êtes également directrice de la stratégie du groupe Galis. Et par ailleurs présidente de la fabrique responsable au sein de l'UNIMEV. UNIMEV, pour rappel, l'Union des métiers de l'événement. Nathalie Grimaud, à côté de moi. Bonjour Nathalie. Vous êtes responsable de la RSE au sein du groupe Paris Entertainment Company. Vous allez nous en dire plus dans quelques moments, mais pour rappel, Paris Entertainment Company, c'est l'Accor Arena, le Bataclan et l'Adidas Arena. Voilà, je ne me suis pas trompée. Virine Somme. Virine, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice conseil RSE du groupe MCI France. Voilà, vous allez également nous raconter un petit peu votre parcours et votre familiarisation avec cette norme. Et puis, l'homme du jour, Xavier Parenteau, directeur associé du cabinet conseil IPAMA, qui accompagne les entreprises, les donneurs d'ordre sur la voie de la transition écologique, de la RSE. C'est pareil, on va rentrer davantage dans les précisions et dans le sujet. Alors, je vais peut-être avoir une première question. On va faire un petit récap avec Pauline. Pauline, est-ce que on va se tutoyer parce qu'en fait on se connaît. Donc, Pauline, est-ce que tu peux nous rappeler en préambule qu'est-ce que c'est la norme ISO 20121 et puis quelle a été son actualité, notamment l'année dernière, et voilà, quel a été le travail que tu as piloté en tant que présidente de la Commission française? Avec plaisir. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, en tout cas, à l'organisation pour l'invitation à cette table ronde. C'est toujours un plaisir. Effectivement, c'est un écosystème très riche et à échelle humaine. Donc, on a l'avantage de facilement se connaître lorsqu'on évolue sur des sujets, en tout cas RSE. Donc, je vais essayer d'être assez synthétique. Donc, en fait, la 20121, comme l'a très bien dit Laurence, créée en 2012 à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres.
12 ans plus tard, forcément, les enjeux sociétaux et les attentes en fait, de l'ensemble des parties intéressées a évolué. Bienvenue en 2024, 2025 maintenant. Donc il était temps effectivement de revoir un petit peu le contenu de la norme, et donc ça a été impulsé par Paris 2024 pour laisser effectivement l'héritage principal des Jeux à travers donc une norme révisée. Alors réviser une norme, c'est effectivement faire évoluer son contenu, apporter des modifications, des compléments, faire des suppressions également. Comment en fait ça s'est organisé, donc on a constitué, c'est une norme que je rappelle internationale, qui est donc dédiée au management de l'événementiel responsable. Tu l'as très bien dit, j'ai les mêmes chiffres que toi, Laurence. On n'a pas à rougir en fait. En France, on porte quand même très haut l'étendard français en matière d'événementiel responsable. La moitié aujourd'hui des certificats émis dans le monde sont français. Donc effectivement, c'est quelque chose dont on doit être vraiment fier. Et c'est pourquoi la constitution de la Commission française était primordiale pour pouvoir porter notre vision sur les principaux axes de travaux de révision. Par exemple, comment est-ce qu'on peut effectivement réaligner la norme sur les ODD de l'ONU, mais également face en fait, aux principaux standards internationaux. Donc le premier point. Le deuxième, c'est comment est-ce qu'on peut effectivement renforcer les exigences RSE en matière d'évaluation de l'impact pour accompagner vers l'obtention de résultats concrets. Le troisième axe est la clarification en fait, des exigences de certification, très important. Et le dernier, comment rendre effectivement la norme 2021 plus compréhensible et plus accessible. Alors même si on fait évoluer son contenu, en faisant monter en compétences des définitions, des bibliographies, en rajoutant des chapitres sur la notion d'achat responsable, d'éthique des compétitions, le sponsoring, la communication et j'en passe. Vous avez compris, je pourrais vous en parler pendant très longtemps. Je voulais effectivement rappeler l'incroyable travail de la Commission française. Donc en fait, on passe devant des commissions internationales. Il y a 17 pays autour de la table. Moi, j'ai eu beaucoup de chance que du coup, cette commission internationale était très très bien menée par Romain Ribou, qui était donc à la direction Impact et Héritage de Paris 2024, exactement des Jeux. Et donc moi effectivement ma casquette était de porter les commentaires de la Commission française. Donc la Commission française qui était constituée d'experts, pour ne les citer, donc on avait forcément GL, Comexposium, Viparis, Eco-Event, Auditoire, IPAMA, Green Événements, Galis. Et je n'oublie pas non plus les associations et les institutions qui ont énormément œuvré, l'événement, le Sympase, le ministère de la Culture et le ministère des Sports. Donc c'est un peu moins de 2 ans de travail pour être tous d'accord déjà. Oui, et Unimev, bien sûr, impulsé par Paris 2024 et Unimev. Donc 2 ans de travaux pour avoir un texte qui nous parle à tous en tout cas. Donc il a été révisé par les professionnels de l'événementiel pour les professionnels de l'événementiel. Et c'est effectivement, en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une commission française très engagée, d'un dynamisme pas possible, qui n'a jamais lâché le stylo, qui s'est énormément impliquée, donc menée bien sûr par Unimev. Voilà. Alors, sachant que effectivement, il y avait les Jeux Olympiques à Paris qui faisaient date butoir, mais que les normes ISO sont remises à l'ouvrage tous les 10 ans à peu près. En fait, ouais. Ça correspondait aussi à un timing normal de révision pour la norme ISO. Donc, on va passer la parole à Xavier parce que toi aussi, tu as été fortement impliqué dans cette refonte. Tu as été impliqué bien en amont. Peut-être, on remonte à combien? Il y a une dizaine d'années, quasiment. Alors ça dépend si on parle de la norme ISO 221 en tant que telle. Ouais. On y travaille. Moi, avant, j'étais au Stade de France et je représentais le consortium Stade de France sur la norme 2012. Ou si on parle des Jeux, proprement dit, qui ont été un peu le moteur, au-delà du délai de 10 ans, qui ont été le moteur de changement, puisque c'est aussi les Jeux Olympiques qui ont pris la maîtrise d'ouvrage, j'allais dire, de ce changement-là. Il y a quelque chose de très diplomatique à travers les normes internationales. Hein. Les Jeux de Londres, l'Angleterre, il fallait que les Jeux de France aient un héritage immatériel normatif. Et donc ça s'est un peu joué et serré, mais on a joué. D'accord. Et effectivement, en ce qui nous concerne, on a eu la chance de pouvoir travailler dès la candidature
sur l'ensemble des sujets de l'accompagnement du comité de candidature dans un premier temps, qui a mis la barre assez haut sur les sujets d'éco-responsabilité événementielle, en allant chercher l'ISO 20121 à l'époque 2012. Caroline est là d'ailleurs, elle a pris le relais sur le dossier comité d'organisation, puisqu'on a gagné aussi le marché d'accompagnement du comité d'organisation, et là on a accompagné les Jeux à être certifiés sur quasiment l'ensemble de leur périmètre. Avec ISO 20121-2024, il y a eu 2 tours, puisque les Jeux, c'est 6 ans de travail. La candidature, c'est 2 ans de travail. 8. Donc, en fait, ça a duré 8 ans. Voilà. Et puis, d'autres missions connexes. D'accord. Notamment le secrétariat de la mise à jour de la norme. Voilà. OK. Donc, vous avez accompagné les JO au niveau de la candidature jusqu'à l'organe et les amener finalement à la phase de certification. Oui, ça a été ce travail-là. La mission qu'on a eue est allée plus loin, puisqu'on est allé jusqu'au reporting, parce qu'en fait, c'est bien de s'engager, c'est bien de se certifier, mais c'est aussi bien de rendre des comptes. Donc là, il y avait. Ça sert. Alors, ce qui est très compliqué avec les Jeux, c'est que les Jeux se terminent très vite, en fait. Ils mettent du temps à s'installer, mais après, ça plie au 31 décembre 2024, il n'y avait quasiment plus personne. Là, maintenant, il n'y a plus qu'un organe de liquidation, on va dire, très financier. Donc il fallait faire le reporting dans un délai très court. Donc on est allé jusque-là, jusqu'à la fin. D'accord. Avec quel bilan, si on peut rapidement donner quelques... Quel bilan positif, parce qu'en fait, l'engagement dès la candidature a permis de mettre un peu la pression à tout le monde. Il y a eu une conjonction de planètes. Alors en fait, il y avait la ville de Paris qui était déjà assez engagée avec sa direction des sports et l'accueil des grands événements sportifs à Paris, qui avait non seulement une charte, mais qui avait aussi certifié son modèle de management des événements. Donc ça, c'était un moyen de pression territoriale déjà, politique et territoriale. Et puis il y avait le comité de candidature qui avait mis cette pression de certification, ce qui fait que tous les marchés ont été adressés avec un haut niveau d'ambition, en termes d'éco-responsabilité. Est-ce que ça s'est traduit dans ce haut niveau, dans toutes les opérations ? C'est pas certain, parce que c'est vraiment très complexe. Par contre, ça a bougé tous les prestataires, toutes les agences, tous les lieux, à réfléchir et à se dire « Oh là là, mais dis donc, il va falloir que je m'aligne parce que là, tout ce qu'on me demande, ça devient sérieux en termes d'appel d'offres. » Donc voilà, et ça accompagné avec les collectivités locales qui s'y sont mises aussi, ça a fait un alignement de planète et on peut dire que ça c'est un héritage intangible, mais réel, opérationnel, parce qu'aujourd'hui on voit toujours ce haut niveau d'engagement, on le voit à travers les chiffres aussi de certification. Donc voilà, ça c'est un des résultats, j'allais dire, qui sera à long terme. Ok. On ne va pas parler plus longtemps des Jeux, même si vous avez été toutes les deux, Virine et Nathalie, forcément impliquées, puis vous en tant qu'hôte de certaines compétitions, et MCI France qui a été agence, qui a organisé des événements, le Club France, si je ne dis pas de bêtises, pour laquelle... vous avez reçu pas mal de prix. Alors justement, Virine, vous travaillez de longue date sur les enjeux de RSE. Vous avez accompagné pas mal d'agences. Quand on a échangé ensemble en amont de cette conférence, vous allez nous en dire plus, mais vous connaissez le milieu des agences. Aujourd'hui, donc, vous êtes chez MCI. Du coup, de quand remonte finalement votre sensibilisation à la norme ISO 121, sachant que si vous êtes en charge de ces responsabilités-là, j'imagine que c'est un sujet, la RSE, qui vous est cher, de longue date. Oui, effectivement, c'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui, en tout cas pour moi. C'est aussi une façon pour moi, c'est ma vision, ma façon de vivre aussi, donc tant personnelle que professionnelle. J'ai étudié pour commencer la norme ISO 20121 à partir de 2018 parce que j'avais travaillé sur une thèse professionnelle après un master à l'ESSEC où je voulais vraiment réfléchir et me poser en me demandant comment notre secteur, l'événementiel, on peut intégrer les enjeux de développement durable et quels sont les freins. Donc voilà, je voulais vraiment étudier ça et ça m'a amené à faire une vraie étude et une vraie benchmark entre les différentes certifications et labellisations. Et donc effectivement, dès 2018, j'ai travaillé sur ce sujet-là et
Et ensuite, j'ai appliqué. Parce que l'étude, c'est bien, mais aussi l'application. Donc, je suis très, très, très opérationnelle, parce que j'étais chef de projet dans plusieurs agences avant. Donc, ma conception... Oui, j'ai travaillé effectivement chez CWT avant, pendant plus de 12 ans. Ensuite, je suis passée par Egg. Donc, j'ai fait pas mal de petites... de différentes agences avec des organisations complètement différentes, ce qui permet en fait pour moi de voir comment la norme ISO 20121 peut s'adapter à chaque typologie d'événement, de typologie, voilà, exactement, parce que c'est une norme qu'il faut se l'approprier. C'est vraiment quelque chose d'intéressant pour cette norme, et la nouvelle version notamment m'a beaucoup aidée. Et effectivement, je connais les deux versions, la version 2012 et la version 2024, puisque j'ai fait la certification de MCI Group France. On a eu notre certificat il y a quelques semaines. Donc voilà, j'ai vraiment une expérience et je peux faire la comparaison des deux. Ça tombe bien, versions. C'est ce qu'on va faire dans très peu de temps. Alors, Nathalie, pour votre part, vous avez rejoint Paris Entertainment Company en 2023, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. J'ai rejoint en effet le groupe Paris Entertainment Company en septembre 23. Pour intégrer et poursuivre le travail qui avait été fait sur la norme ISO 20121, qui avait été obtenue en 2022 déjà, sur le site de l'Accor Arena. Donc ça, c'était le premier sujet. Et très vite, on a été embarqué aussi par les Jeux Olympiques, parce qu'on ne les a pas simplement accueillis, on les a co-organisés. C'était une spécificité aussi de site, de contrat spécifique, mais on a co-organisé l'accueil des Jeux, et ça nous a pris beaucoup d'énergie. Et on a appris beaucoup aussi. Alors, ce n'est pas le sujet de cette conférence, mais en tout cas, on en sort transformé. Il y a un vrai héritage immatériel pour nous sur ce sujet-là. Donc effectivement, on était certifié, donc ancienne version 2012 depuis 2022, et on s'est retrouvé à notre renouvellement en mars 25 à devoir passer à la nouvelle version de la norme. Est-ce que vous souhaitez savoir ce qu'on a fait pour réaliser ce passage, qu'on a réussi? Je pense que c'est important d'avoir en tête que pour réaliser ce passage, on a la possibilité de le faire par soi-même si on est déjà certifié depuis plusieurs années. Un système de management, la nouvelle norme reste un système de management, la structuration de la norme n'a pas fondamentalement changé, mais il y a de nouvelles entrées, de nouveaux des sujets qui sont renforcés et qui nécessitent évidemment de les adresser si on ne le faisait pas auparavant. Donc il y a quand même des nouvelles exigences. Nous, on a fait le choix d'être accompagnés pour ça, parce qu'on s'est retrouvés dans une année 2024 très particulière. Chargée, en effet, comme beaucoup d'entreprises du secteur. Mais on s'est retrouvés en 2024 avec évidemment la mobilisation générale sur les Jeux pour nos deux arénas. Donc les équipes RSE, bien sûr, mais toute l'entreprise était mobilisée. On s'est retrouvés aussi avec la volonté de vouloir déployer la démarche ISO 20121 sur l'intégralité de nos sites, puisque nous étions uniquement certifiés sur l'Accor Arena, de par la construction aussi récente du groupe en 2023. Et donc ça nous a amené à mobiliser aussi des ressources pour ça. Et puis il y a un point important, c'est la CSRD. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Eh bien, nous, on avait une obligation de reporting de durabilité à échelle 2026, donc pour l'exercice de 2026, septembre 2026. Et donc, ça nous faisait énormément de sujets à adresser en un temps très contraint. Et donc, on a fait le choix d'être accompagnés pour justement avoir déjà des ressources externes sur un temps court, et puis d'avoir un regard extérieur pour appréhender aussi les nouvelles exigences et voir si on avait une bonne lecture, si on avait le bon niveau de grain aussi d'appréciation de ces nouvelles exigences.
Et c'est toujours bien d'avoir des personnes qui sont un peu sorties aussi de notre quotidien pour nous aider à y voir clair. Donc c'est le choix qu'on a fait, c'est d'être accompagné par IPAMA en l'occurrence. Et c'est vrai que ça nous a permis, en tout cas, d'avoir sur un temps où on ne voulait pas remettre en cause notre certification, et en même temps on n'avait pas suffisamment, je dirais, de mobilisation, de ressources internes pour pouvoir le faire, et vraiment la volonté de se faire accompagner par un regard extérieur. Ça, c'était vraiment le sujet. D'accord. Justement, on va pas redonner la parole à Xavier. Comme vient de le dire Nathalie, c'est IPAMA qui s'est chargé d'accompagner l'entreprise dans la certification nouvelle version. Tu aimes bien te comparer à une auto-école. IPAMA est l'auto-école de la RSE. Quels sont, alors on a eu l'exemple de Nathalie, mais globalement les profils des entreprises qui tapent à la porte de votre auto-école, elles sont à quel niveau de maturité? Est-ce qu'elles connaissent au moins le code de la route est-ce que c'est déjà un petit peu avancé pour que vous raccrochiez les wagons et tiriez ce train de la RSE? Entre le train et la voiture, il va falloir qu'on choisisse. Ouais, on va choisir le train, forcément. Rapidement, pourquoi l'auto-école? Il y a deux sujets. Souvent, on perçoit l'ISO 20121 comme un Graal, un permis, quoi, un permis de vendre, parce que sur les marchés, parfois, c'est un peu comme ça. Et pourquoi auto-école? C'est parce qu'on ne conduit pas à la place de nos clients. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que quand on va commencer à accompagner une structure, si c'est pour prendre le volant à sa place, prendre sa responsabilité et puis tout penser à sa place, quand on va partir, tout va s'écrouler. Ou alors, il va rester que des miettes. Et là, ce n'est pas possible. Il faut que ça fonctionne. L'ISO est un outil qui permet de manager, de piloter sa démarche RSE, sa démarche développement durable, sa démarche de transition. On peut l'appeler comme on veut, quoi qu'il arrive, ISO est un outil, et nous, on est à côté pour décrypter l'outil, pour le démystifier un petit peu, et aussi, surtout, pour adresser les sujets RSE qui sont complexes. Parce que l'outil reste assez simple, finalement, face aux sujets auxquels vous allez avoir affaire. Et les structures qu'on accompagne, alors c'est très riche en termes de maturité. Il y a des personnes qui ne savent même pas ce qu'est un panneau de signalisation, si on reprend le permis de conduire, ne connaissent pas le code de la route, ou alors ils le connaissent vaguement, ils ont vu des trucs passer. Et il y en a qui sont hyper experts, quand tous les permis. Voilà. Donc on est capable... il faut savoir accompagner les structures, quelle que soit leur taille, quel que soit leur métier. Alors, dans les métiers de l'éphémère, en ce qui nous concerne, nous c'est entertainment, loisirs, éphémère, tout l'événementiel, quoi. Mais ça va de structures de 2 personnes à des structures de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le sujet étant qu'en face de nous, il faut un conducteur dans la voiture. Et donc, voilà. Après, ça peut être des structures publiques, associatives, privées. L'outil s'adapte. L'outil a une espèce d'intelligence, c'est que la norme, elle est hyper adaptable. Maintenant, c'est vrai qu'être accompagné, c'est un peu comme avoir une agence d'événements pour construire son événement, quoi. Ou avoir une agence de communication pour sa politique de communication. C'est toujours très bien d'avoir des yeux extérieurs qui bénéficient d'une expérience enrichie par tous les clients et toutes les organisations qu'on accompagne, quoi. Virine, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Oui, non, parfait. Virine, donc on a bien compris que vous aviez fait des recherches, vous avez fait une thèse, vous êtes plutôt calé sur le sujet. Pour éclairer un peu notre auditoire, par où on commence finalement quand on rentre dans une démarche de certification? C'est quoi le point de départ pour et après dérouler la bobine de fil? Oui, effectivement. Je vais reprendre l'idée de l'auto-école de Xavier. C'est en interne, en agence, en fait, il faudrait commencer à avoir une vision globale. En fait, une idée globale de ce que la norme nous demande. Donc, c'est déjà comprendre les exigences. Et ce que j'aime dans la dernière version, Pauline, c'est une vraie définition assez claire et vraiment facile à comprendre. Donc déjà, c'est de commencer par s'approprier la norme, avoir une vision globale et ensuite, je pense que c'est pas de le faire seul, c'est de le faire ensemble. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir impliquer
dès le début, toute une équipe, puisque c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, parce que cette norme, de ce que j'ai retenu de ma thèse, c'est un changement. Donc, c'est savoir accompagner le changement. Et si vous le faites seul, en tant que responsable RSE, vous pouvez vous battre seul. Vous ne pouvez pas transformer seul l'agence. Et pas que l'agence, également toutes nos parties prenantes, que ce soit les clients, les équipes en interne, les fournisseurs, tous ensemble, pour que la transition fonctionne, on doit travailler ensemble. Nathalie, j'imagine que même constat chez vous, c'est forcément un travail collectif que vous devez impulser. Ça a une impulsion aussi qui doit partir de plus haut, j'imagine, et en l'occurrence du chef d'entreprise, du PDG du groupe vous concernant, ou comment ça se passe? Tout est là, Laurence. En fait, c'est du changement. Pour que le changement soit accepté, compris, accompagné, il faut qu'il y ait un engagement de l'entreprise au sens large. Et c'est forcément déjà un engagement de la direction générale. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? En effet, comme le dit Vérine, on ne travaille pas tout seul dans son coin. On n'est pas une bulle déconnectée du reste de l'activité de l'entreprise. Heureusement, quand on est à la RSE, on a besoin de solliciter, de faire travailler aussi en groupe les équipes. Donc si on n'a pas une forme de blanc-seing pour aller chercher la disponibilité des ressources internes pour les mobiliser sur le sujet, eh bien, on ne peut pas avancer. Donc, la première chose, sachant que le référentiel ISO 20121 est un outil, il y en a plein d'autres. Donc, il ne faut pas substituer en fait l'outil et la certification, qui est un système de management extrêmement puissant et qui permet vraiment d'organiser et il est très efficace. Mais ça doit rester un outil et pas l'objectif en tant que tel de la démarche. On doit définir des objectifs. L'outil ISO 20121 nous aide à structurer les choses, mais ce n'est pas une fin en soi. Et ça, c'est important que la direction générale, du coup, donne l'impulsion, permette aussi la mobilisation de son CODIR et que ça diffuse dans l'entreprise pour aller chercher les ressources, mobiliser, donner du sens et que chacun retrouve dans ses missions, dans ses objectifs aussi, une part de sa contribution et puisse dire, voilà, par rapport à des enjeux un peu stratégiques de l'entreprise, comment moi, individuellement, je me raccroche à ça? Comment, à chaque niveau de l'entreprise, je me raccroche à ça? Et c'est ça, pour moi, le lien et la réussite de toute démarche. Ça va être de donner, entre guillemets, de supprimer un peu l'ossature de la norme, qui est peut-être plutôt notre expertise RSE, et de la faire vivre par sa chair, par les actions, par les engagements, l'ambition, qui donne envie aussi aux personnes de se mobiliser, et de transformer, parce que comme tout secteur, il y a des freins au changement. Et donc, accompagner le changement, c'est changer les habitudes, c'est faire donc différemment, convaincre. Et pour ça, ça veut dire pas mal d'énergie à mobiliser pour arriver à ça. Et pour qu'on comprenne bien, parce que l'objectif, c'est évidemment d'avoir l'obtention, de réussir à acquérir cette norme, mais définir des objectifs. Les objectifs vont être propres à chaque entreprise, évidemment. Mais comment vous engagez cette discussion-là? Comment on circonscrit le périmètre de ces objectifs? Parce que ça peut être beaucoup de choses. Finalement, on peut être visé d'être les meilleurs, les plus parfaits. Et puis après, il y a effectivement ce qui est faisable. Et comment on entraîne aussi l'ensemble des équipes dans une démarche qui est, on va le rappeler, assez longue quand même. Si vous pouvez d'ailleurs nous rappeler à peu près le temps moyen que met une certification ISO. Alors, je peux répondre juste sur l'expérience qui est la mienne, puisque j'ai travaillé sur l'ancienne version aussi, dès 2014, chez Viparis, notamment en certifiant les 10 sites, et sur la nouvelle version. En fait, la norme ne donne pas les objectifs, c'est à chacun de définir ses objectifs. Néanmoins, elle donne comme clé de lecture la liste des enjeux de durabilité. Et de réagir à ces enjeux et de se dire, est-ce que sur la liste des 10, alors il y a 10 thèmes et une trentaine d'enjeux de durabilité, c'est de se dire finalement, quels sont ceux
sur lesquels qui ont une incidence sur mon activité, et donc comment j'interagis avec ces différents enjeux. Donc vous les avez peut-être en tête, hein, c'est le réchauffement climatique, ça va être la biodiversité, ça va être les pollutions, enfin, je vais pas les lister. Et c'est de se dire, finalement, pour faire ma feuille de route, je pars je vais pouvoir piocher, entre guillemets, et lister et faire un travail d'analyse sur l'ensemble de ces enjeux. Et c'est là qu'intervient le thème un peu barbare de l'étude de matérialité. Peut-être que vous l'avez en tête. La double matérialité. La double, c'est exactement. Voilà. Une ne suffit pas. Qui nous explique la double matérialité? Alors, moi, je peux en faire une explication, mais j'attendrai votre aide sur le sujet. En fait, c'est de se dire, il existe une trentaine d'enjeux de durabilité, mais évidemment, une entreprise ne peut pas tous les adresser immédiatement. Il va falloir hiérarchiser. Et donc, pour avoir une idée claire sur ce qui impacte, l'étude de matérialité, de double matérialité, dit, pour chaque enjeu, il faut évaluer l'impact financier. Donc, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une matérialité financière des opportunités et des risques qui s'appliquent à mon entreprise. Ça, c'est la première chose. Et puis, donc c'est ce qui a un impact sur mon entreprise. Et puis, de la même manière, qu'est-ce que mon entreprise génère comme impact positif et négatif sur son environnement, sur son territoire? Et donc, à l'échelle de chaque enjeu, l'entreprise se pose cette question-là pour identifier l'impact, la matérialité réelle de ces actions. Et c'est ce qui va permettre de dresser, entre guillemets, une liste, un ranking des enjeux sur lesquels, qui sont les plus matériels, et donc les enjeux sur lesquels on doit travailler en priorité. C'est peut-être une première réponse. Xavier, par rapport à ce travail-là initial, si IPAMA intervient, est-ce que vous allez justement aider vos clients à faire le choix de se dire, fixez-vous des objectifs peut-être sur 3 objectifs principaux, plutôt que, effectivement, là, vous êtes parti sur des objectifs qui sont peut-être trop lointains à atteindre. Comment est-ce que, d'expérience, est-ce que déjà tout ce travail-là, il est bien maîtrisé et viable, surtout, pour pas effectivement partir sur des choses trop compliquées et inaccessibles? Alors tout l'enjeu est là, parce que c'est vrai que quand on commence à travailler ces sujets d'impact, soit des impacts que je reçois, soit des impacts que j'émets, ce que tu as très bien expliqué, c'est de faire le tri et puis de se donner une dynamique. Déjà, l'ISO 20121, c'est pas le temps de l'installer qui est important, c'est le temps qu'elle va vivre. Et donc en fait, c'est un peu comme un permis probatoire. Normalement, on peut l'utiliser des années. C'est un modèle d'amélioration continue. Donc c'est ça qui va nous permettre déjà de se dire, ok, on va pas viser tout de suite la Lune, c'est ça, même si ça me fait pas peur. Le sujet, ça va être d'avoir une double lecture, un horizon, une mission. C'est quoi ma mission? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais en tant qu'entreprise? Quel est mon apport et à l'intérieur de quoi? Ça, c'est l'horizon, on va dire. C'est un horizon qu'on n'atteint jamais finalement, puisque de toute façon, les sujets, on ne fait que progresser, que grandir, et cet horizon, on le redéfinit régulièrement pour lui donner une dynamique. Donc il y a l'horizon, puis il y a l'objectif court terme, moyen terme, long terme, comme un peu dans n'importe quel projet, j'allais dire. Sauf que là, on va parler de nos impacts, et on va parler de ce qu'on reçoit comme impact et de la façon dont on les gère pour assurer la continuité de nos métiers. Voilà. Et on va essayer surtout, le boulot de l'équipe IPAMA ou de nos concurrents ou des accompagnateurs, on va dire, c'est d'aider à faire le tri. Et c'est de ne pas faire le tri à la place du client, comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas prendre le volant, par contre on va vous aider, on va vous faire des ateliers de travail. D'abord on va vous faire un gros diagnostic et puis une montée en compétence, un alignement des planètes pour qu'on parle bien tous de la même chose. Et après on va faire des ateliers de travail pour que chacun, les équipes, on évoquait l'essentialité d'embarquer les équipes, pour que les équipes travaillent la priorisation des enjeux à travers des ateliers. Et après, il y a arbitrage de direction, tout ce qu'on veut. Mais en vrai, l'idéal, c'est de faire travailler la priorisation des enjeux en équipe, à l'intérieur même de l'organisation, voire même avec son petit cercle de parties prenantes stratégiques, c'est-à-dire l'écosystème un peu stratégique. Pour une agence, l'écosystème stratégique, ça peut être les directeurs de prod qu'on fait travailler régulièrement, mais qui ne sont pas salariés, qui sont intermittents, etc. Oui. Voilà, donc avec cette idée que la première année, on va se fixer un niveau d'objectif et puis qu'on va les remettre en cause
on va les remettre en question tous les ans. Parce que comme on va rendre compte, parce qu'on va vous pousser à rendre compte, je vais regarder ce que j'ai dit que je ferai, et puis je vais dire ce que j'ai fait pour de vrai, puis je vais peut-être corriger aussi, parce qu'il y a peut-être des objectifs qui sont plus d'actualité. Avant le Covid, pendant le Covid, après le Covid, je peux vous dire que les enjeux ont pu légèrement évoluer. Et on le disait tout à l'heure, effectivement, les enjeux ne sont pas les mêmes. Si je suis un festival sur le port de La Rochelle, par exemple, pour ne pas le nommer, ce n'est pas la même chose, pour rester dans la musique, que l'Opéra national de Lille. On n'est pas dans la même région, on n'a pas la même culture, et pourtant on fait de l'événement, et on fait de l'événement musical. Et en fait, tout ça va s'adapter à travers une ligne où on va se fixer des objectifs qui vont aller crescendo, où chaque année on va se remettre en question et repousser un peu la barre, essayer de grandir et de s'améliorer, quoi. Quels sont les objectifs qui sont les plus souvent recherchés? Les grandes familles, est-ce que c'est davantage... Il y a un thème qui est commun à l'intégralité des secteurs économiques ou pas économiques, c'est la contribution au dérèglement climatique. Donc dans le sens, comment mon activité contribue ou pas à aggraver le dérèglement. Et puis il y a comment le dérèglement climatique contribue à aggraver mon activité aussi. Si je prends l'exemple du sport, vous avez énormément d'événements aujourd'hui, d'événements ou d'activités. Parfois, il y a des arrêtés qui sont pris à Paris, vous n'avez plus le droit de courir, quoi, terminé. Bon, c'est de moins en moins le cas parce que l'air est en train de s'améliorer, oui. Mais en vrai, c'était le cas il y a encore quelques années, il y avait des jours où on ne pouvait pas courir, quoi. Alors, tout ça demande énormément, j'imagine, de collecte de data, de données. C'est parfois, sans doute, un peu un point de friction, parce que c'est vrai que les métiers d'événementiel sont parfois des métiers un peu particuliers, avec une temporalité assez dense. J'imagine que parfois vous avez des chargés de projet qui doivent vous dire attendez, moi j'étais sur le terrain, j'ai monté le salon, là j'ai autre chose à faire que de remplir des tableaux Excel avec des chiffres, tout ça. Pauline, est-ce que justement en travaillant sur la refonte de la norme, est-ce qu'il y a eu une recherche de facilitation de justement de toute cette partie reporting, collecte de la donnée, pour que ça soit plus fluide pour les organisations? Alors, donc effectivement, l'une des nouveautés dans le V2, on est concrètement, ça y est, maintenant on y est, et l'ensemble de la filière mesure, calcule, analyse déjà les impacts en plusieurs catégories. Et effectivement, Nathalie l'a très bien expliqué, cette double matérialité qui est une nouveauté en fait, qui a été votée quasi à l'unanimité en commission internationale, permet effectivement de s'organiser sur toute la sphère d'influence qu'a notre activité humainement, en termes de biodiv et encore plein d'autres sujets. La norme, effectivement, impulse cette notion de mesure parce que les données n'existent pas tant qu'elles ne sont pas mesurées. Ça, c'est une évidence. Et l'objectif, c'est de rappeler en fait, que c'est une norme volontaire. Aujourd'hui, on se doit, à l'issue d'un événement ou même en amont, parce que de plus en plus d'annonceurs ou de parties intéressées nous sollicitent, on se demande de pouvoir annoncer les différentes typologies d'impact que l'événement va avoir. Alors on décide conjointement en fait d'avoir des objectifs communs en disant voilà, l'objectif c'est d'aller vers ça. On sait qu'on ne peut pas effectivement décrocher la lune, mais on peut effectivement prioriser pour faire en sorte de monter en compétence notre événement. Donc la norme en fait ne suggère une liste d'outils, encore une fois internationaux. Donc il y a des outils très très bien qui fonctionnent effectivement dans le secteur, l'écosystème français. On a Cléo Carbone, on a également Climate et bien d'autres. À l'international, on a aussi d'autres noms. C'est des outils qui aident tout simplement à mesurer. Alors dans beaucoup d'entreprises, cette notion de mesure et d'outils parfois peut effrayer, mais le plus important c'est de se dire qu'il faut le faire. Bien sûr qu'il y aura des erreurs de saisie au début. Bien sûr que parfois, on a du mal à estimer où notre périmètre commence en tant que prestataire de service, en tant que lieu, en tant qu'agence, et où s'arrête. Enfin, c'est pas forcément inné lorsqu'on n'a pas fait forcément des études pour cela. Aujourd'hui, c'est très chouette parce qu'il existe de nouvelles formations qui aident effectivement à créer des postes et à s'occuper complètement de ça. Encore une fois, le V2, c'est de se dire, maintenant, on est en capacité de mesurer. On est aussi en mesure de communiquer et de pouvoir expliquer,
d'où viennent ces données, qu'est-ce qui a été pris en compte, qu'est-ce qui n'a pas été pris en compte, d'avoir toute la transparence de méthodologie de calcul. La première fois, effectivement, c'est un exercice, mais c'est comme tout, plus on apprend à conduire, mieux on conduit, et plus on fait effectivement plus on se sert d'un outil, on arrive effectivement à en maîtriser quasiment tous les rouages. Et encore une fois, l'avantage de notre très belle filière, c'est de partager tout ça en fait. Je sais qu'au sein d'Unimev, en tout cas, on a une fabrique RSE qui permet de mettre en relation les entreprises certifiées pour justement échanger autour de leurs difficultés ou problèmes de calcul carbone. Ouais. C'est également le cas chez l'événement, c'est aussi le cas entre nous parce que tout le monde se connaît en fait. Voilà, on a de la chance d'avoir rien à cacher, tout à montrer, à partager pour montrer, inciter, susciter l'envie et d'embarquer un maximum de parties prenantes dans l'aventure, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de choix en fait. Il faut qu'on y aille et qu'on y aille tous ensemble. Donc c'est très très chouette et très formateur d'entendre de la part de grosses entreprises, de plus petites, peu importe leur métier, comment eux se servent de ces données, comment ils les valorisent, comment ils les communiquent. Donc tout ça est en cours d'écriture. Tu as cité Climate, Cléo, des calculateurs d'empreinte carbone finalement. Quels sont les autres outils qui sont je vais y arriver, aux mains des organisateurs pour faire d'autres types de calculs, parce qu'effectivement on parle beaucoup depuis quelques années de baisser l'empreinte carbone des événements, hein. C'est vrai que c'est important, mais la RSE c'est plein d'autres choses aussi. Comment voilà, c'est pareil, comment on peut s'aider pour calculer une empreinte sociétale, une empreinte plus immatérielle que finalement calculer ce que génère en électricité, un salon, un incentive et autres. Alors, n'hésitez pas, effectivement, je suis entourée de 2 expertes. Alors, moi, je dirais tout simplement, avant d'aller dans des outils, la définition des indicateurs de performance. Vous êtes organisateur, c'est votre vision, en fait, c'est votre raison d'être, c'est un événement qui vous ressemble, qui a votre image. Donc, c'est vous, déjà, organisateur, qui fixez l'horizon, l'objectif à atteindre. Une fois que l'objectif est aligné avec tout le monde, on va rédiger une sorte... moi, je propose en général une sorte de livre blanc avec... un choix d'action, l'indicateur qu'on devra mesurer pour pouvoir se dire ça a fonctionné, moins bien fonctionné, cartonné. Et à la fin de l'événement, se donner effectivement des objectifs avant l'événement, pendant, après, encore un petit peu après, et publier. Alors vous voyez de plus en plus de rapports de durabilité d'événements, de synthèse, de communiqués de presse ou autres. On peut effectivement avoir une simple publication comme avoir un rapport très précis. Tout dépendra des différents objectifs et des indicateurs que l'organisateur aura choisi de suivre et aussi de rendre public. Moi, je peux donner un exemple. Effectivement, chez MCI, ce que j'ai mis en place, c'est aussi... Ok, on parle d'indicateurs, ce sont nos suivis, nos objectifs qui sont liés à notre politique de développement durable en interne. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de faire comme un reporting d'actions réalisées, concrètes. Parce qu'effectivement, quand on fait ce rapport qu'on va présenter aux clients lors d'un REX ou du débrief, c'est vraiment beaucoup plus parlant. Parce que c'est vrai que les clients, ça dépend des nouveaux niveaux de maturité des clients également, ils nous demandent plus d'actions concrètes. D'ailleurs, je vais revenir un peu sur la norme, la version 2024 nous demande plus de présenter des actions concrètes comme preuve, plus que de formaliser des procédures ou des processus. Donc c'est ça qui a aussi évolué pour la dernière version 2024, qui nous permet effectivement de l'intégrer aussi dans notre travail au quotidien, hein, en gestion des événements, mais également de pouvoir faire ces petits REX, retours sur expérience concrets, avec des photos, dire voilà les chiffres qu'on s'est fixés, qu'est-ce qu'on a atteint, et c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus parlant pour les équipes, mais également pour les clients, et aussi pour nos fournisseurs, parce que ça nous permet aussi de les valoriser. Est-ce qu'on peut parler un peu des achats responsables, justement? Vous évoquiez les fournisseurs. Qu'est-ce que ça a changé entre les deux versions sur
les achats responsables? Est-ce qu'il y a un accent qui est plus fort dans la V2? Oui, absolument. Alors, déjà, il y a effectivement beaucoup de choses il n'y a pas que ces sujets, mais c'est vrai que c'est un des sujets, en tout cas en commission française, qu'on a considéré comme une priorité. Il était effectivement grand temps d'inscrire quelques règles dans le chapitre, en tout cas achats responsables, pour être aligné avec les objectifs que l'on porte toutes et tous, à savoir le respect en fait lorsqu'on lance un appel d'offres, lorsqu'un annonceur lance effectivement une consultation publique-privée, le respect de la règle de 3 agences consultées, un délai de 3 semaines pour y répondre, et aussi commencer à planter un petit peu la graine de la notion d'indemnité de l'agence qui n'a pas été retenue. Vaste débat. Vaste débat, car on sait effectivement que c'est du temps, c'est des énergies, c'est de la matière grise, c'est un travail de réflexion, de créativité, et je rappelle qu'en France, on est vraiment là-haut. On a pu le prouver en événementiel responsable, en innovation. On a la chance d'être entouré des cerveaux les plus brillantissimes. Donc effectivement, c'était très important et ça a été une grande nouveauté. Alors c'était pas très facile à expliquer parce que c'est une norme encore une fois internationale. On est 17 pays autour de la table. En France, ces sujets, on est à fond dedans, on les comprend, tout comme aussi les sujets de propriété intellectuelle. Dans certains pays, effectivement, c'est pas trop le cas. Donc ils nous comprennent pas trop. Mais on a réussi à la faire passer. Alors toujours dans les contextes de normes, c'est toujours si possible, if applicable, parce qu'on ne peut pas imposer non plus dans des pays pour eux. Non, en fait, un acteur public ne peut pas s'arrêter à 3. Enfin, chacun a ses us et coutumes en matière de gestion des achats et sur le pays dans lequel il vient. Donc c'est une belle victoire française d'avoir intégré effectivement ce contenu dans la norme et j'en passe parce que si on a toute une annexe dédiée à ça, mais encore une fois en France on est quand même très en avance sur ces sujets, donc c'était une petite victoire de se dire que peut-être que le texte sera révisé comme tu le disais peut-être dans 10 ans, oui, mais qu'au moins le contenu est là. Ouais. À nous maintenant en fait de sensibiliser, de rappeler que si cette notion est intégrée dans une norme ISO, c'est sérieux. Donc, libre effectivement aux annonceurs de l'appliquer ou non. Mais en tout cas, elle y est, c'est encouragé, c'est du sérieux et ça va durer. Donc, aux annonceurs de s'en emparer pour valoriser, respecter le travail de créativité, de ce qu'on achète pour concevoir un événement. Ouais. Est-ce que tu parlais de sérieux et de charge de la preuve finalement? Est-ce qu'on est moins... soyons clairs, si j'évoque de greenwashing, je ne dis pas que jusqu'à présent on faisait du greenwashing, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les changements de la V2 de la norme, on évite cet écueil-là? Peut-être que Xavier, tu as un avis là, sur cette question? Ouais, je vais rester dans la voiture. Avoir le permis ne fait pas de vous un bon conducteur. Ça fait que vous avez atteint le sujet. Bon, ok, c'est bien, vous avez le permis, mais ça ne vous empêche pas de faire une connerie sur la route. Là, tout à l'heure, j'ai vu un motard passer très vite dans le bois de Vincennes. Enfin, très vite, il devait être à 60. Mais sauf que c'est limité à 30 et il y avait une barrière de police 300 mètres après. Bon, il conduit certainement bien, mais il était... voilà, donc il avait son permis. Qu'est-ce que... J'ai perdu le fil. Redonnez-moi ta question. Non, c'était le greenwashing qui voilà, non, mais le greenwashing, c'est une résultante. Donc, c'est comme conduire. Conduire, c'est une résultante. Greenwasher, c'est une résultante de communication qui n'est pas alignée entre ce que je suis, ce que je dis que je vais faire, etc. Ou c'est une promesse, alors qu'on est dans un modèle de preuve. Quand on parle de RSE en communication, on est plutôt dans la preuve. Si on commence à dire quelque chose autour de la transition écologique et solidaire, on a intérêt à avoir les preuves en arrière, parce qu'on va se faire attaquer, de fait. Donc là, on a besoin des études, des chiffres, des datas qui vont prouver ce que j'ai dit. Donc, est-ce que Vincent 21-2024 protège du greenwashing? Non, dans le sens où ça ne m'empêche pas de faire n'importe quoi. En revanche, il y a des nouveaux thèmes. Par exemple, on parlait des achats responsables.
Un truc qui est très important dans le monde de l'événementiel, ce sont les partenariats. Alors les partenariats, on va les voir sous la forme financière ou échange marchandises. Dans les deux cas de figure, on fait rentrer une marque dans le modèle de l'événement et on va peut-être faire rentrer des prestations. En fait, la logique de la nouvelle norme est de dire un partenariat, un sponsor, c'est pareil qu'un fournisseur, qu'un partenaire. Aussi. Donc on doit réfléchir son partenariat sous l'angle des partenariats responsables, c'est-à-dire pourquoi ce partenaire est-il aligné avec moi, suis-je aligné avec lui, est-il aligné avec l'événement, etc., etc. Et puis comment je le choisis ou comment il me choisit. Enfin, c'est un exercice assez fin, mais en vrai, la création de valeur va se jouer aussi derrière ceux qui financent l'événement, et souvent sont les partenaires. Est-ce qu'il y a des outils, là, parce que le temps file, on va arriver au terme de cet échange. Est-ce que vous avez des outils, des formations, des points de contact à conseiller aux personnes qui sont auprès de nous, qui veulent... alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes engagé dans une démarche de certification dans le public? Est-ce que vous avez déjà une certification? Est-ce qu'il y a des gens certifiés aujourd'hui dans la salle? Ouais. Ou en voie de certification? Est-ce qu'il y en a qui sont actuellement dans la démarche? Et du coup, voilà, pour les personnes qui veulent avoir davantage de tips, de petites de conseils et bonnes idées pour être accompagné. Alors, effectivement, faire appel à des cabinets comme IPAMA, mais sinon, qu'est-ce que vous conseilleriez à ceux qui se lancent dans cette démarche? Alors, peut-être la première chose, c'est la lecture, de se documenter, se sourcer et être curieux. Tous les supports. Et puis, il y a tout ce qu'on fait dans le secteur et tout ce qui se fait à l'extérieur du secteur, qui peuvent être aussi, comment dirais-je, très utiles pour changer et déplacer un peu nos regards sur nos activités. Je crois qu'on ne le fait pas souvent. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un secteur qui est très mobilisé sur ces sujets-là, et depuis très longtemps, je peux en témoigner. Mais c'est aussi important de se dire, on n'y arrive pas peut-être dans notre secteur, mais il y a peut-être d'autres secteurs qui ont eu les mêmes problématiques. Et aujourd'hui, l'accès à l'information est quand même extrêmement facile. Et je pense que ne pas se limiter à notre secteur pour sourcer l'information. La première chose, c'est vrai que la norme, puisque c'est le thème de l'atelier, il y a des annexes qui sont extrêmement riches. On en parlait tout à l'heure. Il y a le guide de l'OCDE qui est joint, qui donne notamment des indicateurs, comment rendre un événement plus éco-responsable. Il y a pas mal de sources en fait documentaires et donc la norme elle est précieuse aussi pour ça, pour toutes les annexes documentaires. Et bon, il faut de l'envie, de l'énergie, encore une fois aller chercher l'engagement de la direction générale. Et après, nous c'est vrai que quand la norme dit il faut des objectifs moyens, court, moyen, long terme. Et parfois, c'est difficile de se projeter. On a déjà du mal parfois à se projeter à 1 an, 2 ans, et se dire en 2030, où est-ce qu'on en sera? C'est difficile. Et en fait, finalement, c'est peut-être pas tant l'objectif qui est important, c'est de se poser la question, c'est le chemin, et c'est l'ambition, et de porter une ambition. Et je pense que c'est ça aussi, c'est peut-être démystifier cet objectif, parce qu'on nous-mêmes, on a eu vraiment on s'est posé plein de questions sur c'est difficile de s'engager. Si on n'y arrive pas à 2030, si on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour plein de raisons, eh bien, je pense que Xavier a raison. Il parle d'amélioration continue et de se dire, on va avancer, on va avoir des victoires, on les célébrera en équipe. Il y a des choses qu'on pensait peut-être plus simples et qui nécessiteront plus d'années. Et c'est pas grave. Il faut être vraiment accepter de se mettre quand même cet objectif long terme et construire ce chemin pour y arriver. Parce que de toute façon, il y aura des chemins de traverse, mais on arrivera quand même à convertir, à transformer l'essai. Je voudrais revenir du coup peut-être juste sur les achats. C'est un exemple type de l'illustration. Avec les Jeux Olympiques, il y avait des obligations sur des clauses d'insertion, avec des obligations de résultat, d'avoir un volume d'heures, 10% sur certains contrats. Donc on avait ces obligations-là à leur côté. Ils avaient comme objectif d'atteindre 605 000, je crois, heures d'insertion à l'échelle des Jeux. L'objectif atteint, c'est 1,6 million, je crois. Donc, et nous, on pensait qu'on allait avoir des difficultés dans nos propres contrats à atteindre ces objectifs.
on a explosé les scores avec nos prestataires. On l'a pas fait tout seul. Avec nos prestataires, on a atteint l'objectif. Et pourtant, on pensait, moi-même, je le dis, je pensais que c'était difficile. On s'est dit, c'est le secteur, c'est difficile, il faut des gens formés déjà. On a réussi. On a réussi parce qu'il y avait cet engagement contractuel. Et puis, on a mobilisé les acteurs. On a mobilisé les acteurs publics aussi, qui sont relevés les manches avec nous. Donc, c'était possible. Eh bien, si on se l'était dit avant, sans les jeux, on aurait peut-être réussi à avancer pas à pas. Mais là, ça nous a permis d'y aller de manière un peu volontariste. Voilà, donc comme quoi, il y a des choses, c'est possible. Donc, une ambition, un engagement fort, et puis et puis des actions. Et un chemin que l'on fait ensemble. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on me fait signe qu'on est arrivé à l'issue de cette table ronde. Est-ce que vous avez des questions pour nos grands témoins du jour? Non? Pas du tout? Bon. Bien, écoutez, merci beaucoup à toutes et tous. Bon courage à celles et ceux qui sont sur la voie de la certification ISO 20121. Effectivement, une norme dont on reparlera prochainement. Et en tout cas, je pense que les personnes qui sont autour de moi seront les bonnes personnes si vous avez effectivement des conseils à demander. Et puis, effectivement, comme l'a évoqué Pauline, les instances du secteur, que ce soit l'association Unimev, l'événement et d'autres qui ont, Sympaz, qui ont beaucoup œuvré et travaillé sur cette norme. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon salon Objectif Green. Merci.